la mise à jour des exigences de l'IEC 62304 et du GAMP 5, seconde édition en environnement DevOps. Bon, je me suis pas présenté, donc moi je m'appelle Albert Gimfack, donc je suis ingénieur en affaires réglementaires et ingénierie système dans le domaine des dispositifs médicaux, particulièrement logiciel DM, donc à la fois logiciel autonome, donc CMD et aussi SIMD, donc logiciel embarqué. Et en deux mots, donc François Grézin-Personne, donc le directeur du département ingénierie système qui intervient auprès de nos différents clients, pharmacie ou dispositifs médicaux, aussi quelques autres domaines réglementés pour déployer les bonnes pratiques dont on va montrer un échantillon aujourd'hui. Bonnes pratiques outillées. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous proposer le plan de cette présentation. Donc qui va démarrer par une partie introductive à la société ADN. En deux, on va voir ensemble les différents fondamentaux du CI/CD, donc c'est qui est l'approche du développement logiciel que nous allons illustrer aujourd'hui en conformité avec les exigences de l'IEC 62304 et également les bonnes pratiques du GAMP 5. Donc, on va voir quelques petites définitions, enfin, un petit rappel, donc, avec les caractéristiques clés du CI/CD. En trois, on verra ensemble des exigences normatives qui sont implémentables par un pipeline CI/CD, parce qu'il y en a effectivement qui ne le sont pas, en vrai, ma majorité, mais il y en a quelques-unes qui le sont. Donc, on va voir ces exigences-là de l'ISE 62304 et certains pour la 4.2.366 et sur les logiciels de santé. Et également ceux qui sont couvertes, ceux qui sont implémentables du GAMP 5, seconde édition. En 4, on va voir les challenges qui sont liés à ces exigences normatives, notamment la réalité des processus de fabrication et la lourdeur de ces exigences, particulièrement des exigences de vérification. En 5, on évoquera, on fera une petite démo pour illustrer l'intégration de ces exigences implémentables dans un pipeline CI/CD. Donc dans le pipeline avec les étapes du pipeline contenant des tests des activités automatiques et d'autres analyses de couverture de code qui vont servir effectivement à être conformes aux exigences de la norme. Et en 6, vraiment une petite parenthèse, une autre offre ADN vis-à-vis de cette présentation-ci. Donc je laisse avoir François qui va présenter un petit peu la société ADN. En deux mots, donc, créé en 1993, donc, joyeux trentenaire, présent principalement en France et quelques autres pays limitrophes et historiquement donc avec des clients, notamment dans le domaine pharmaceutique et dispositifs médicaux. Et donc là aujourd'hui, organisé en 4 départements, donc aujourd'hui principalement la partie ingénierie des systèmes dont on fait partie Albert et moi, et la partie qualité plus tournée sur la validation des systèmes informatisés. Même si c'est pas les seuls outils sur lesquels on travaille, donc depuis un peu plus de 5 ans, en termes de solutions outillées, on a développé une forte expertise sur l'environnement Atlassian, composé principalement des briques Jira et Confluence. Et aujourd'hui, on a des illustrations avec la partie Bitbucket qui complète cette plateforme qui nous permet donc sur l'ensemble des processus sur lesquels donc on apporte à la fois des bonnes pratiques et des solutions outillées efficaces là, de supporter les principaux processus qui sont donc la gestion des exigences, la gestion des risques applicatifs, les risques système, la gestion des tests, la gestion des changements et la
aussi la partie développement logiciel, avec donc des capacités de supporter les processus centrés sur les données, donc pas plus sur les documents, donc pour travailler très en amont sur la qualité des données, leur traçabilité, les vérifications croisées par les différents intervenants sur une chaîne de développement, système ou logiciel, et puis des capacités de pilotage très avancées. Ok, donc ouais, je reprends la parole. Donc, par rapport, comment dire, par rapport à ce chapitre, je connais pas énormément donc le profil de différents participants que vous êtes. Donc c'est pour ça que j'ai prévu ce petit paragraphe un petit peu introductif qui présente les fondamentaux du CI/CD et du DevOps, qui permettra de comprendre On a un petit sondage peut-être à lancer. Okay. Si vous voulez bien y répondre. Voilà, ça permettra peut-être d'aider Albert. Oui, tout à fait. Si vous voulez bien répondre à un petit sondage. Voilà, on a quelque chose de relativement équilibré. Mais on n'a pas assez de votants encore. Il y a encore quelques personnes qui n'ont pas voté. Un petit quart. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Voilà, encore un petit coup. Voilà. Voilà, ça y est, tout le monde a voté. Formidable. Donc, on va partager le résultat. Donc voilà, c'est assez équilibré finalement. C'est même extraordinaire entre Cara et R&D. Okay. Donc la R&D est peut-être un peu plus avancée sur sur le Cara, peut-être un peu moins. Ouais, qui pourraient sûrement vraiment des petits rappels qui se connaissent là-dessus. Donc oui, je reprends la main sur la présentation. Merci pour la réponse à ce premier sondage. Ça me permet un peu de comprendre le profil de vous tous, quoi. Donc voilà un petit rappel. Vous m'excusez, vous les développeurs déjà ou ceux de la R&D qui sont déjà familiarisés à ces éléments. Donc chacun qui avait passé un peu de temps pour faire un petit rappel là-dessus, quoi. Donc qu'est-ce que le CI/CD? Donc CI/CD, cela signifie intégration continue et déploiement. Donc il s'agit d'une méthode de développement qui est constituée d'ensemble de phases liées à des outils d'automatisation qui visent à favoriser une approche de développement plus agile, plus fréquente et efficace de construction de tests et des déploiements de versions logicielles, quoi. Donc le terme continu fait référence effectivement à la nature permanente et répétitive qui contraste avec l'approche traditionnelle des releases logicielles. Et donc effectivement le CI/CD, les pratiques CI/CD s'inscrit totalement dans le cadre de la culture DevOps, qui est du coup un modèle opérationnel qui tend à réduire le gap ou le fossé entre la partie développement d'un logiciel et son exploitation, que ce soit en test de vérification, de validation, ou alors un peu plus loin en son exploitation en production. Donc, l'intégration continue, donc là, c'est une diapo qui présente un petit peu l'intégration logicielle dans une approche un peu plus traditionnelle. Donc, dans cette approche traditionnelle, le code est produit séparément par des développeurs et il sera consolidé à la fin, donc le moment de la release, consolidé au moment de la release pour que les développeurs corrige les différents bugs qui ont été constatés au cours de différents tests. Et l'inconvénient par rapport à ces méthodes traditionnelles, qu'on peut le voir sur cette figure qui présente la méthode cascade. L'inconvénient, c'est que plusieurs bugs peuvent être, de nombreux bugs sont identifiés et résolus après de longues phases de tests. Donc phase de test qui intervient longtemps après
après les développements. Et les bugs sont révélés longtemps après le développement qui les a introduits, et ça complique aussi le diagnostic pour les développeurs pour retrouver pourquoi ils ont introduit ce bug. Ils ont plus en tête le développement qu'ils ont fait. Et donc du coup, cela fait en sorte qu'il y ait une baisse de la qualité du code, un code qui serait à ce moment-là beaucoup moins fiable à cause de ces nombreux bugs qui ont été détectés beaucoup plus tard dans les phases de test, et des délais qui seraient également importants de mise à disposition d'une nouvelle version, parce que effectivement cela prendra beaucoup plus de temps pour corriger les différents bugs et réviser la version logicielle, quoi. Et donc finalement, dans l'approche en intégration continue, l'idée c'est contrairement à l'approche traditionnelle, donc l'intégration continue signifie que toutes les modifications qui ont été apportées par les développeurs sont immédiatement intégrées dans le but d'éviter des conflits entre des développeurs et de maintenir le code constamment pour qu'il soit prêt à être publié beaucoup plus régulièrement. Donc du coup, cette intégration du coup continue est outillée et déclenchée par une mise à jour, par exemple, une mise à jour de logiciels dans le dépôt qui peut être Git ou très souvent c'est Git. C'est l'outil de gestion de version logicielle qui est le plus répandu. Et donc cette mise à jour, effectivement, elle est initiée par un développeur. Ensuite, après ce déclenchement, donc il va s'en suivre des activités de build, de construction et de tests automatisés, donc tests unitaires, tests d'intégration, qui vont faire des vérifications de la mise à jour que le développeur aura faite. Et finalement, ces développeurs auront un feedback beaucoup plus rapide que dans l'approche traditionnelle, quoi. Ce qui va permettre en gros d'identifier des bugs beaucoup plus rapidement et de les corriger aussi rapidement à partir des tests de régression. Et finalement, d'autres méthodes aussi de vérification sont automatisées à l'intérieur de cette intégration continue, notamment l'analyse de code statique, par exemple. Donc on va reparler un peu plus tard. Qu'on va reparler un petit peu plus tard dans la partie démonstration. Donc finalement, les avantages de l'intégration continue, la principale au final avantage, c'est de réduire le risque lié au logiciel. On sait qu'effectivement c'est une notion qui est très importante dans ce milieu réglementé qu'est le DM, mais aussi la pharma. Donc réduction des risques liés au DM par la détection précoce des défauts, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réduction des coûts de débugage, parce que ces défauts auront été identifiés beaucoup plus tôt, de façon précoce, et finalement le traitement sera également fait rapidement, quoi. Et aussi il y a l'amélioration de la qualité du code et la rapidité de développement. Et finalement, le fait aussi que tout cela soit automatisé et standardisé, il y aura beaucoup moins d'activités qui sont faites manuellement, qui sont finalement fastidieux et qui peuvent entraîner des erreurs de manipulation. Un petit bémol, tout n'est pas automatisé. Ouais. Justement, le pipeline qu'on va voir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on va chercher à automatiser, tout ce qui peut l'être, mais on ne veut pas non plus que ce soit un tunnel noir, donc on sera capable aussi d'y intégrer des contrôles manuels. Oui, tout à fait. Donc, pour ce qui est de la distribution et le déploiement, donc la même approche. Donc d'abord une approche traditionnelle qui consiste où le déploiement de nouvelles versions est une tâche qui est effectivement importante, complexe et risquée. Donc finalement, une fois que la nouvelle version testée, l'équipe opérationnelle est chargée de déployer cela en production. Donc finalement, en fonction de la taille du logiciel, cela pouvait prendre plusieurs heures, voire même plusieurs semaines, et nécessiter des contrôles détaillés et de nombreuses étapes qui étaient manuelles, avec des échecs récurrents de déploiement, ce qui entraîne des temps d'arrêt
et voire même finalement cela va demander des solutions de contournement ou d'assistantes d'urgence. Avec la distribution ou alors le déploiement ou le déploiement continu, l'idée c'est de résoudre ces problèmes par l'automatisation de la livraison des versions dans un environnement intermédiaire ou alors un environnement de production ou alors un environnement de production qui rentre plutôt dans le cadre du déploiement continu. Donc, on a une partie distribution continue où le déploiement en production est fait manuellement, ce qui sera certainement très souvent le cas pour les environnements réglementés. Et finalement, dans le but de garantir un niveau de qualité de la livraison et le niveau de qualité de la livraison fréquente des mises à jour. De maintenir le niveau de qualité malgré des livraisons plus fréquentes. C'est ça. Et l'avantage principal également, c'est de réduire bien sûr les risques liés au déploiement traditionnel via l'automatisation de certaines activités, de certains déploiements, par exemple déploiement en phase de test. Cela peut se faire automatiquement. Donc, le déploiement immédiat d'une modification logicielle avec beaucoup moins d'efforts, bien sûr, par rapport à une approche traditionnelle. Et aussi la suppression des erreurs liées au déploiement manuel, avec bien sûr une forte valeur ajoutée de livraison plus fréquente pour répondre aux attentes du client, aux attentes des différents clients. Donc voilà, donc ça c'était on va dire la partie caractéristique, première caractéristique clé d'un pipeline. Donc ici, cette figure représente un peu représente un peu l'événement déclencheur, on va dire la pull request, qui est l'événement qui va déclencher la chaîne d'intégration. Cette chaîne d'intégration qui va contenir différentes activités, différentes phases et différentes activités qui certaines seront automatisées, d'autres seront semi-automatisées ou alors faites de façon manuelle, comme des revues de code, des choses comme ça. Et finalement, le code pipeline sera constitué de scripts, bien sûr, pour automatiser les tâches et d'étapes manuelles pour différentes approbations. Ou test aussi manuel. Donc ça, c'est une représentation assez classique d'une chaîne d'intégration où le développeur, de façon locale, va faire des modifications qui va pusher vers sa branche, vers la branche feature, une branche de fonctionnalité. Donc finalement, il va également, cette mise à jour, il va créer une pull request qui sera approuvée ou alors qui sera approuvée par le développeur senior. Et le fait de créer cette pull request va déclencher déjà une première phase de la chaîne d'intégration continue qui va effectuer certaines activités, par exemple des tests unitaires, de build, et effectuer déjà un premier déploiement. Donc après approbation par le développeur senior, on aura un premier déploiement, puis d'autres activités aussi de tests, typiquement des tests d'intégration et tests de système, qui peuvent être certaines automatisées, soit d'autres manuelles. Et quand les activités de tests d'intégration s'est effectué, on aura une partie, on aura un premier déploiement en environnement staging, donc un environnement intermédiaire pour effectuer des phases de validation, notamment des phases de validation de système avec de la usability en fraude, de la usability et d'évaluation clinique, pourquoi pas. Et ensuite poursuivre vers une mise en production manuelle. Donc voilà, donc ça c'était pour la présentation des différents fondamentaux. Là en 3, on va voir les exigences normatives et recommandations du GAMP5 qui sont implémentables par un pipeline CI/CD. Donc d'abord,
d'abord les exigences normatives implémentables par un pipeline, notamment celle de la 62.304 et la 82.304-1. Donc il y en a 26 que j'ai pu identifier jusqu'ici. Et finalement, le critère d'identification qui m'a permis de les identifier, c'est le fait que l'activité décrite par l'exigence soit effectuée après que le code a rejoint le système de contrôle de version et avant que le logiciel soit déployé aux utilisateurs. Donc voilà, c'est un tableau qui, on va dire, qui présente qui reprend quelques exigences implémentables par un pipeline. Donc là, vous voyez que on a, ce sont des exigences de la 62.304. Donc j'en ai repris juste quelques-uns, parmi lesquels la vérification de l'architecture qui peut intégrer effectivement le pipeline d'intégration continue, la vérification des tailles design, les tests unitaires, l'intégration. Donc voilà, toutes ces activités sont effectivement implémentables et c'est juste quelques-unes parmi les 26 que j'ai pu identifier au-dessus. Donc pour ce qui est des exigences qui sont partiellement implémentables, pourquoi partiellement? Parce que il y aurait une partie de cette activité-là qui pourrait être déployable, qui pourrait être implémentable via le pipeline. Mais certaines activités aussi qui ne le sont pas, forcément, notamment la revue de code, l'identification par exemple des défauts par rapport aux soupes, donc des choses comme ça. Donc voilà, pareil, c'est un tableau qui présente des activités qui mixeront. La pipeline va pouvoir fournir des informations, mais il y aura besoin d'un complément manuel. Ouais, voilà, tout à fait. On veut exprimer ici. Ouais. Donc là, ce sont des activités qui ne sont pas du tout implémentables par un pipeline. Donc il y en a quand même majoritairement dans les différentes règlements. Aujourd'hui, on va quand même se centrer sur celles qui sont implémentables. On ne prétend pas que tout est implémentable, effectivement, mais il y a quand même une bonne partie qui peuvent l'être. Donc là, voilà, il y en a 72 à peu près. Donc, les exigences qui remplissent avant ou après les activités du pipeline. Ouais, je laisse la parole à Philippe qui va vous présenter on va dire les recommandations du GAMP 5 qui sont implémentables dans un environnement DevOps CI/CD. Oui, alors pour tout ce qui est monde GXP, très souvent on veut tout contrôler, enfin contrôler beaucoup de choses. Et c'est sûr que dès qu'on travaille, on a la validation dans l'industrie pharmaceutique, elle est quand même, jusqu'à présent, elle était quand même très ancrée sur le cycle en V. Avec le GAMP 5 seconde édition qui est sorti il y a 2 ans maintenant, juillet 2022. Voilà, on a la reconnaissance de l'agilité et évidemment, ce qui vient avec l'agilité très souvent, c'est les environnements DevOps. Voilà. Donc dans cette édition, cette seconde édition du GAMP 5, il y a des annexes sur l'agilité et évidemment il y a des annexes sur DevOps. Et je pense qu'on va les quelques extraits. Donc déjà, il est indiqué noir sur blanc que l'agilité peut être appliquée à des environnements régulés GXP, ce qui n'était pas forcément le cas. Par contre, il y a un petit bémol, et ça on le constate très souvent, c'est que ça doit être appliqué par des gens formés et qualifiés et supportés avec des outils. Voilà. Aujourd'hui, faire de l'agilité sans outils et sans personnes formées à l'agilité, mais également aussi formées aux exigences réglementaires, cela n'est pas possible. Et on va voir que c'est évidemment un élément clé du changement. Alors évidemment, les challenges là qu'on reprend dans cette édition, c'est que dès qu'on fait du DevOps, il y a beaucoup de changements. Et les changements, ça fait peur. Souvent, c'est des changements avec des formulaires papier. Évidemment, quand on fait des changements, des versions et des releases
à la vitesse je dirais, de DevOps, ça paraît difficile de concilier les deux mondes. Donc l'approche cette deuxième édition, c'est qu'en fait, dans GXP, en fait, on est surtout par rapport au risque, tout doit être piloté par rapport au risque patient, par rapport à la qualité produit, par rapport à l'intégrité des données. Et ben, on va mettre en place des contrôles dans ces pipelines pour essayer d'atténuer les risques liés à ce process où on a beaucoup plus de changements, puisque en DevOps, en amont, on a l'agilité, et donc en agilité, on a des sprints qui sont beaucoup plus courts. On a une méthode de développement qui, de facto, va encourager, je dirais, les changements. Ce qui va changer aussi fondamentalement dans le 4e point, c'est que les équipes DevOps doivent être responsables, je dirais, de la qualité. Et c'est souvent ce changement d'articulation là qui est délicat. Et c'est pour ça qu'on verra dans l'offre. On vous proposera par la suite justement des révisions des procédures de vos procédures de validation pour mieux définir les responsabilités. Je vais passer au slide suivant. Voilà. Donc là, on a encore, je dirais, un point sur les outils, puisque évidemment, là, le souci qu'on a dans le monde GXP jusqu'à présent, en tout cas avant le GAMP 5, c'est que c'était un peu le serpent qui se mordait la queue, c'est que si on voulait utiliser un outil, il fallait le qualifier. Donc en fait, finalement, utiliser les outils était toujours quand même quelque chose de délicat. Donc là, ce qui va changer, c'est que avec le GAMP 5 seconde édition, on va pouvoir utiliser ces outils qui n'ont pas d'impact direct sur la qualité produit. Donc là, cette fois-ci, le produit, c'est un médicament ou un vaccin, c'est pas un logiciel. Donc là, c'est vraiment différent du DM avec un logiciel autonome. Eh bien, on va pas être obligé de valider l'outil à proprement parler. On va simplement devoir faire un rapport d'adéquation. Voilà. Peut-être avancer un petit peu. Donc, dans le GAMP 5 seconde édition, on reprend aussi une approche qui est l'approche Computer Software Assurance, où on va pouvoir valoriser beaucoup de tests non scriptés. Donc, les tests scriptés, c'est des tests qui sont souvent documentés dans Word et qui sont très détaillés. Évidemment, en mode DevOps, on ne peut pas réexécuter des tests manuels extrêmement détaillés. C'est pas possible, puisqu'en fait, on a des cycles de mise à jour de version, ou ne serait-ce que d'intégration, beaucoup plus fréquents. On voit que cette notion d'intégration, on l'a aussi de plus en plus avec des intégrateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'intégration en interne, mais on fait appel à des intégrateurs, des sociétés qui vont être spécialisées sur l'intégration sur, je sais pas moi, sur un ERP, sur un PLM, etc. Et tous ces éditeurs de logiciels-là, ou ces intégrateurs vont travailler en mode agile, vont travailler en mode DevOps. Ce que l'on voit, c'est que même chez ces intégrateurs, qui sont des professionnels de l'informatique, en fait, DevOps n'est pas si bien maîtrisé que ça. Voilà. Et les outils qu'ils utilisent sont pas si bien maîtrisés que ça. Donc, il est important d'avoir une sorte de gouvernance pour leur dire, OK, utilisez vos outils pour faire de l'intégration, mais on veut que dans le pipeline, on ait telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Donc, c'est tout à fait possible, mais comme je le précisais un petit peu tout à l'heure, ça nécessite, de faire appel à des gens qualifiés et formés. Je vais accélérer un petit peu parce que, en fait, si on veut voir les démos, voilà. Il y a aussi autre chose qui est très important dans le GAMP 5 seconde édition, c'est le critical thinking. Alors, beaucoup de gens, par manque de temps, n'ont pas eu le temps de lire cette seconde édition du GAMP 5. Et critical thinking, pour eux, ils pensent, oh ben non, c'est pas grave, c'est juste en fait ils rappellent juste la gestion des risques. Je vous recommande de lire, puisque en fait, dans le critical thinking, il y a bien sûr la gestion des risques, mais il y a aussi un rappel d'un certain nombre de vérités. Voilà. Notamment, sur l'évolution des systèmes, puisque le grand classique, pour éviter, je dirais, les mises à jour et donc les validations, que faisaient les gens il y a encore quelques années, en fait, ils ne mettaient pas à jour les systèmes. Voilà. Donc là, ce que dit cette édition, dans le critical thinking, ils disent, utilisez des outils automatisés pour faciliter une gestion des changements efficace, gérer les tests de non-régression, vérifier les fonctionnalités critiques. Enfin bref, je vous laisse lire.
Et puis, ils font aussi un peu la promotion, utiliser les métriques. Et en fait, quand on discute avec des gens qualité, souvent, on maîtrise un process en le mesurant et en regardant les métriques, mais pas en le regardant toutes les 5 minutes. C'est tout simplement pas possible. Le fait d'utiliser les outils va permettre, je dirais, d'avoir des datas, et donc sur ces datas, d'avoir des métriques, et donc de maîtriser par rapport aux métriques. Et donc, le rôle, en fait, des QA managers, des CSV managers aujourd'hui, il va évoluer sur le fait de regarder ces métriques, et pas de rentrer dans le détail de comment le change il a été fait. Donc ça, c'est quand même un changement de paradigme fort, mais qui est aussi possible grâce à l'utilisation d'outils. Voilà. Je te laisse continuer. Oui, oui. Donc au final, c'est. N'hésitez pas à poser des questions, parce que j'étais un peu rapide, parce que le temps passe. Effectivement. Donc ces différents challenges, ces différentes exigences et pratiques et recommandations de Gantt présentent pas mal de challenges pour les différents fabricants. Donc, on va évoquer certains challenges qui pourront être simplifiés et corrigés à la limite avec effectivement la création d'un pipeline CI/CD. Donc le premier challenge que j'ai pu qu'on a pu identifier jusqu'à présent, c'est la rigidité effectivement des process de fabrication avec des activités nombreuses effectivement de l'IEC 304 qui freinent les processus de fabrication par rapport à des fabricants de logiciels moins réglementés. Donc, pour exemple, pour chaque modification de logiciel, donc plusieurs documents doivent être mis à jour, qui sont effectivement demandés par cette norme ISE 62304. Donc, du coup, cela implique que très souvent des tâches qui sont manuellement, qui sont des tâches manuelles, laborieuses et fastidieuses, avec une augmentation effectivement drastique de la charge de travail et du délai de livraison, en fait, d'exécution de cette charge-là. Donc, au final, on prendra plus de temps pour fournir de la valeur ajoutée aux clients, quoi. Donc, ça, c'est pour la rigidité des processus du fabricant. Donc, en deux, on a ces exigences-là qui sont aussi lourdes en matière, effectivement, de tests et vérification. Donc, où le fabricant doit apporter la preuve que le système fonctionne comme prévu et ce qui donne lieu à différentes activités de vérification des tests. Et par conséquent, une modification logicielle doit être testée de manière exhaustive afin de s'assurer qu'elle n'entraîne pas d'effets indésirables susceptibles, par exemple, de présenter des risques pour le patient. Donc finalement, l'automatisation de ces tâches peut contribuer à réduire ces lourdes activités de vérification du processus de développement, du moins dans une certaine mesure. Donc ce qu'on va voir finalement augmenter effectivement la fiabilité du code et la qualité également. Donc pour ce qui s'agit également. Faut accélérer, Albert. Je suis désolé, mais quitte à faire des impasses. Pour ce qui s'agit également des logiciels de provenance inconnue, effectivement, c'est aussi un point important qui présente des challenges. Et pour rappel, effectivement, un logiciel de provenance inconnue, on a effectivement des exigences dans la norme qui précisent de les d'évaluer chaque composant souple. Et pour chaque modification souple implique une nouvelle analyse, une nouvelle évaluation en termes de risques et de dangers entraînés par la modification. Donc le défi finalement de ces souples-là, c'est que on a une problématique pour les systèmes logiciels développés par exemple avant application du MDR ou alors avant qualification en dispositif médical où la documentation on va dire était manquante parce que cela nécessitait moins d'efforts de développement avant qu'effectivement le règlement les exigences de règlement NINI soient appliquées, donc avec une difficulté de savoir comment fonctionne exactement le logiciel à un moment donné. Et effectivement, dans les souples, aussi le défi, c'est qu'on a une dépendance avec les bibliothèques à usage
usage général, donc dans le développement classique, donc les bibliothèques effectivement que les développeurs s'en servent, qui ne sont pas forcément uniquement dédiées au médical, quoi. Donc au final, il y a aussi le système finalement, le système logiciel s'exécute sur des plateformes générales comme Android pour des logiciels d'IM qui sont installés sur ces OS là, on va dire, et ce qui entraîne une complexité et une difficulté supplémentaire à démontrer la conformité réglementaire et une documentation laborieuse pour le logiciel d'IM s'exécutant sur une plateforme cloud. Donc voilà pour un petit peu pour les challenges. Un petit sondage rapide sur les pipelines. Oui. Attendez. On va passer aux démos. Alors, on a un petit sondage. Si vous voulez bien y répondre comme tout à l'heure. Ah, j'ai moins de votes là. Tout le monde dort? Ne dites pas ça. Si tout le monde pouvait voter. Ah, voilà. Ça va un peu mieux. C'est le temps de lire les questions. Encore un petit peu pour avoir 100% de votants. Tac, tac, tac. Non? Il y en a un. Ah, si, ça remonte. Il manque une dernière personne pour voter. Voilà, tout le monde a voté. Alors, hop. Et je vais partager le résultat. Ça, vous allez pouvoir. Donc, il y a une écrasante majorité qui n'a pas encore implémenté Pipeline dans un contexte 62.304 GXP. Et sinon, oui, un petit peu avec les. Et sinon, bah voilà, c'est test unitaire, revue de code, existable de déploiement. Un petit peu de tout, ouais. Donc, Ok. ouais, non, effectivement, on voit que on a une implémentation partielle, mais ce qui est normal parce que des fois on a une difficulté de savoir si l'activité effectivement nécessite qu'il soit introduit dans un pipeline ou pas du tout. Donc là, par exemple, pour illustrer l'intégration de ces gens, voilà, on a préparé quelques démos. Bon, avant cela, bon, ça c'est une représentation d'un exemple de pipeline CI/CD qui serait adapté à un logiciel DM de classe de sécurité C selon la classification de la 60304. Donc je ne vais pas entrer en détail pour le moment là-dessus, on va juste préciser qu'on a une activité, on a différentes phases du pipeline, donc une phase d'intégration logicielle, une phase de revue qui contient des activités manuelles qui sont en jaune, une phase de vérification de l'intégration du logiciel, une phase de validation, d'activité de release quoi, et d'approbation avant la validation finale. Donc on va les prendre un petit peu un par un pour voir un petit peu comment on l'illustre et quelles les exigences, on va dire, de la norme 62304 sont répandues là-dedans. Donc là, finalement, les steps du pipeline, la première étape, la première phase, c'est l'intégration effectivement du logiciel qui est déclenchée par un push des modifications, donc une mise à jour des modifications du code. Un développeur qui livre son code. Un développeur qui livre son code, qui met à jour la branche, sa branche avance de feature. Et cela va déclencher effectivement pas mal d'activités qui sont décrites dans cette colonne. Donc des activités de tests unitaires et d'intégration qui répondent aux différentes clauses de la 62304 et aussi une activité d'analyse statique du code et d'analyse des sources par exemple, et bien sûr sans oublier une analyse de vulnérabilité, ce qui est effectivement quelque chose d'important en matière de cybersécurité quoi. Donc effectivement c'est une des activités qui doivent être menées pour répondre aux éléments de cybersécurité. Voilà. Je suis désolé Albert, je te pousse. Donc une deuxième phase qui est la revue de code, donc qui contient majoritairement, enfin exclusivement même des activités manuelles déclenchées par une request, donc une demande du développeur de fusionner le code dans la branche parent quoi. Donc qui va contenir des tâches et activités de vérification manuelle comme je l'ai dit dans le pipeline, donc
inspection de code et prise de décision, avec une revue qui va être faite par différentes personnes. Donc, même si c'est activé manuel, il va pouvoir, ce développeur, senior, intégrateur va pouvoir utiliser les résultats du pipeline précédent pour oui, effectivement, parce que effectivement, pour l'aider dans son analyse. Par exemple, il faut vérifier que les critères d'acceptation qui ont été définis dans le plan de développement ou de validation sont bien respectés, et cela ne peut que se faire manuellement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'effectivement, il faut effectuer cette activité manuellement. Donc voilà, après ces différentes ces deux premières étapes d'intégration, on proposait un petit peu un scénario de démonstration, et ça c'est un schéma qui décrit un petit peu ce qui sera démontré un peu plus tard. Donc on a imaginons on a un développeur effectivement qui modifie le code qui doit être développé dans une branche feature, donc il crée chaque modification est mise à jour dans la branche feature en 1. Ça c'est en 0 plutôt. Donc en 1, toute modification est mise à jour de la branche feature déclenche une série de vérifications des unités logicielles, typiquement des installations de dépendances et analyse de code statique, tests unitaires. En 2, on a une demande d'approbation de cette modification. Quand le développeur a fini son code, donc il le livre. Il fait une demande de merge. Donc un développeur senior, on va dire, approuve cette demande de merge. Puis effectivement, le merge est effectué dans la branche developed. En 3, le merge de la branche developed va déclencher un pipeline de test automatique pour automatiser. Test système. Oui, c'est ça, le test système. Toujours dans l'environnement, on va dire, dans un environnement de développeurs. C'est une des choses qu'on détaillera dans les démos, c'est que donc même les tests système, donc test utilisateur final sur l'application peuvent être un goulet d'étranglement. C'est-à-dire qu'autant quand c'est la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est quand il y a des automatisations qui sont faites, c'est plutôt sur les tests unitaires, sur des déploiements, mais les tests utilisateurs final restent beaucoup manuels. Et on a aujourd'hui des outils très efficaces pour aussi automatiser cette partie-là et ne pas ralentir un développement qui a été initialement accéléré. Merci. Okay. Et donc, après que les tests système soient automatisés et que ces tests-là sont effectués avec succès, on a un merge de la modification dans la branche master, puis un déploiement en environnement QA pour effectuer des tests beaucoup plus manuels, notamment des tests d'aptitude à l'utilisation. Et finalement, en 5, c'est toute une série de tests manuels qui sont faits manuellement pour valider le logiciel. Donc là, c'est une petite démo qui permet d'illustrer un petit peu cette première partie d'intégration logicielle avec revue de code. C'est pas très. Donc on va imaginer là, c'est le développeur qui fait son push du code vers la branche feature, ce qui déclenche un premier pipeline. Donc ce premier pipeline qui contient des activités de construction et de tests, des tests unitaires, et aussi une troisième activité de déclenchement d'une analyse statique de code via l'outil SonarCloud. Donc là, on est sur Bitbucket. Qui va faire des analyses qualité de code et analyse de vulnérabilité. C'est ça. Donc on a le résultat du test unitaire en question qui est reporté sur Jira sous forme d'exécution de test. Et l'analyse statique du code à la fin. Cette intégration dans Jira est assez essentielle pour pouvoir mixer des données qui seraient produites manuellement directement dans Jira, puisqu'il vient de la pipeline, faire du reporting, tout ce qu'on parlait avant d'analyse de données. Donc, ouais, après que ces premières phases effectivement soient terminées, que les tests unitaires sont passés, donc il fait sa demande de pull
ça demande de merge au développeur senior qui va examiner son travail de façon manuelle. C'est la seconde activité, donc c'est la partie revue cette fois-ci, où le développeur va revoir effectivement le code les modifications qui ont été effectuées via toujours ce build. Il faut aussi se servir également des données qui sont générées par Sonar Cloud en termes d'analyse statique pour confirmer ou infirmer le merge du code. Je vais passer assez rapidement. Là, c'est les différentes modifications qui ont été effectuées. Et donc là, il va approuver le merge du code vers la branche develop. Donc ça, c'est pour la première démo de la partie intégration et revue de code. Pour ce qui est de la phase de vérification de l'intégration, donc on a un déclenchement qui est fait par cette fois-ci une approbation effectivement de la revue, comme on a vu tout à l'heure dans la démo, avec des activités qui sont effectuées, des activités qui sont faites majoritairement manuellement en termes de tests d'intégration, et certaines qui sont faites automatiquement comme des tests système, avec effectivement les clauses de la norme qui sont entrées à ce niveau, et aussi les tests de performance. Et ensuite, on a un déploiement vers l'environnement QA, quoi. Donc, pour ce qui est de la démo, donc voilà, on a pareil le développeur qui fait son commit c'est l'événement déclencheur. C'est l'événement déclencheur, enfin, c'est ça, avec le push, bien sûr. Donc là, il va créer la pull request, donc un petit peu comme tout à l'heure. Ce qui va déclencher une série d'activités de tests système. On va détailler un peu plus loin. Qu'on va détailler un peu plus loin dans une troisième vidéo. Donc là, c'est des tests système qui sont effectués de façon automatique. Système ou test de validation, si on parle pour le client pharmaceutique. Ça c'est de la documentation qui est générée automatiquement. Et après cela, il va faire pareil une demande de merge vers la branche, la troisième branche, là, qui est la branche master. C'est la branche master. Et le merge vers la branche master va déclencher un déploiement vers l'environnement QA ou l'environnement QA où les tests manuels ou de validation, d'attitude d'utilisation sont effectués. Donc là, on a une série tout un ensemble de différents environnements qui ont été mis en place. Donc, on a l'environnement de test, l'environnement staging, de QA. Staging ou pré-production. Ouais. Et voilà, et production finalement. Donc là, il y a un déploiement vers la production qui est fait manuellement. On ne l'a pas vu, mais bon, pour le déploiement qui est fait effectivement vers la production qui est fait manuellement, après cette série de tests de validation qui est fait en environnement QA. Là aussi, on cherche à automatiser, fiabiliser ces déploiements. Il nous reste justement, je vous dis tout à l'heure, on va zoomer sur l'étape de système test qui était pensant juste une étiquette dans la pipeline pour montrer ce qui s'est passé, ce que cette phase a produit comme résultat. Donc c'est la précédente phase, celle-ci, le test système qui a été effectué dans cette phase qui est donc on va voir ensemble le reporting qui a été fait, le résultat finalement du test. Donc, tu voulais dire quelque chose, François? Non, je te laisse continuer. Donc, le test Rigor, c'est un outil de test UI d'interface qu'on utilise pour effectuer des tests automatisés, système, avec moins de coding typiquement comme c'est. Donc là-dedans, on a l'outil qui a été donc activé depuis le pipeline, donc le système test, et pour montrer. Donc, on a ce test-là qui a été exécuté dans la pipeline sous forme de test système, qui est la création d'une nouvelle page dans via notre plugin.
Donc on voit qu'effectivement le test il a réussi. On a tout un ensemble de captures là. Et là, ce que je montre là, c'est l'intégration avec Israël qui va permettre de reporter le résultat du test sur Israël. Israël qui est un plugin Jira qui est utilisé pour la gestion de test. Parce qu'encore une fois, va permettre donc de mixer des tests, parce que tous les tests système ou tests de validation ne seront pas effectués de manière automatique. On sait qu'on peut largement automatiser et tout va être consolidé dans Jira sous X-Ray. Donc on va du côté de Ricet pour voir le résultat de l'exécution de test. Donc ça c'est le test auquel le cas de test sur TestGore a été créé, auquel il est lié. Donc là, il va créer une exécution de test qui est celui-ci. Donc on va voir qu'il a réussi. Et on peut avoir le détail, on va dire, de l'exécution à ce niveau, quoi. Donc avec la date de l'exécution, la personne qui l'a exécuté. Voilà. Et puis les détails là qu'on a vu tout à l'heure, directement dans le test rigor. Donc voilà. Donc voilà, je vais laisser la main à Philippe qui va proposer, qui va présenter l'offre ADN quand. Bah déjà, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous levez la main virtuellement et puis on vous ouvrira votre micro. Et puis à ce moment-là, vous pourrez partager avec, parce qu'il y a toujours des questions intéressantes. Donc, il y a une question qui fait la revue de code dans un environnement GXP. Qui fait la revue de code dans un environnement GXP? Qui fait la revue de code dans un environnement GXP? Quelqu'un qui a la qualification pour le faire, déjà. Alors, il y a deux niveaux de réponse. Il y a premier niveau de réponse, c'est une personne qualité qui vérifie que l'étape a été faite. Okay. Et donc là, l'effet de l'avoir dans un pipeline, bah, là, on ne fait pas ce qu'il y a dans la démo. Vous avez vu dans la démo, en fait, la get qualité, elle est fail, mais on merge. Mais on dit OK pour le merge. Je pense que ça n'a pas échappé à certains. Okay. Donc ça, on ne le fait pas. Okay. C'est-à-dire que quand vous avez la get quality et l'outil qui sort et qui dit non, dans le code, il y a un problème, vous ne faites pas le merge. Voilà. Et deuxième niveau, c'est qu'effectivement, il faut s'appuyer sur quelqu'un d'un un peu plus technique qui va être capable d'interpréter ce que remonte, je dirais, l'outil. Parce que l'outil, il va dire, non, les indicateurs, ils sont pas bons. Voilà. Okay. Donc, la réponse est soit on fait la revue de code au niveau du process, soit on fait la revue de code, je dirais, d'un point de vue technique. Aujourd'hui, la plupart des outils, on peut les paramétrer pour qu'ils soient capables de vous assister dans la revue technique. Et d'un point de vue process, quand la get quality elle est rouge, non, il ne faut pas approuver, il ne faut pas faire ce qui a été mis dans la démo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que doit-on regarder lors d'un audit intégrateur dans un environnement GXP? Déjà, ça vous m'offrez la transition. C'est déjà s'ils ont un process qui est bien défini pour ce mode de fonctionnement-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme tous ces audits-là. L'audit VSI, entre guillemets, vaut mieux se faire, dans certains cas, vaut mieux se faire accompagner, puisque pour regarder ces sujets-là, c'est des sujets qui sont quand même relativement techniques. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On enchaîne sur l'offre. On va enchaîner sur l'offre, oui. Peut-être d'autres questions. Bon, donc nous, ce qu'on fait, c'est conseil, intégration, formation. Donc, état lieu des processus, donc des audits GXP. Voilà. On fait de l'intégration pour mettre en place ces process qualité, design control, exigences, GED, reprise de données. Donc, on fait surtout l'intégration Atlassian. Et puis, on fait quand même pas mal de formations VSI, 62-304 et des formations évidemment sur Atlassian. Et on opère via des centres de services puisque ça permet de faire le travail à distance et puis d'accéder à l'expert au bon moment. Donc, on a développé une offre en particulier pour
ce sujet-là, qui reprend le même principe, hein, toujours en 2 phases, une phase diagnostic et une phase implémentation. Voilà. Donc, diagnostic, DevOps, alors Compliance 62304 ou GAMP5 seconde édition, donc dans un environnement GXP. On va regarder comment sont gérées les exigences, comment sont gérés les tests unitaires, l'intégration, les tests fonctionnels, les risques, comment vous gérez les releases, etc. En fait, comment vous utilisez votre chaîne, okay, puisque bon, je pense que le message il est passé, c'est que si vous voulez faire du DevOps, il faut vous appuyer sur des outils, mais que ces outils, ce process DevOps, évidemment, on a plus de changements, donc pour atténuer les risques liés au changement, il faut mettre en place des contrôles dans les outils. Voilà. Donc ça, on va le faire avec un diag, et on va aborder également aussi la question de la validation de la chaîne DevOps, et on verra qu'on a 2 types de réponses en fonction du secteur d'activité dans lequel on est. Donc ça, c'est la phase diagnostique, qui fait à peu près 4 jours de travail, avec un rapport. Dans l'implémentation, la première des choses, c'est effectivement, alors là, on a distingué les 2 cas, hein, dispositif médical et pharma. Première chose, c'est déjà réviser la procédure, puisqu'une procédure de développement cycle en V et une procédure agile qui tire DevOps, c'est pas la même chose. Voilà. De la même manière que c'est un plan de développement agile, qui s'appuie sur agile, c'est pas la même chose qu'un plan de développement. Voilà. On va vous aider à paramétrer et valider votre chaîne CI/CD, peu importe, je dirais, l'outil. Hein. Et on va vous proposer également aussi un support opérationnel, notamment dans la phase de conduite du changement, où en fait, on a remarqué que ce qui fonctionnait le mieux, c'était quand même d'être accompagné pendant cette transition. Puisque en fait, vous voyez, enfin, vous l'avez bien vu, on a un changement de paradigme, on va plutôt se baser sur, comment dire, sur des artefacts, sur des données que sur les documents. Il va falloir automatiser un certain nombre de choses, mais ça veut dire aussi être capable d'aller regarder les outils. Hein, on ne regarde plus que des documents Word, on va regarder aussi le résultat des outils. On va regarder aussi également la traçabilité. Hein. Bon, la bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de clients qui, lorsqu'ils ont, je dirais, une inspection ou un audit d'organisme notifié, ils leur montrent les outils et en fait, les auditeurs, ils sont très contents de voir les données à l'intérieur plutôt que d'avoir que des documents. Hein. Pour la pharma, voilà, donc on va réviser la procédure VSI. Hein. On va vous aider à revoir le paramétrage parce qu'il y a toujours des contrôles qui manquent. Tout simplement parce que les développeurs qui font du DevOps, ils savent faire du DevOps, ok. Mais il y a des étapes, ils ne savent pas en fait qu'il faut mettre telle ou telle étape. Voilà. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens de la qualité, qui sont souvent issus du fonctionnel, n'ont aucune idée en fait des étapes qu'ils pourraient mettre dans un pipeline. Donc, c'est vraiment notre valeur ajoutée. Ensuite, ces outils-là, grâce au GAMP5 seconde édition, ils ne doivent pas forcément être validés. On doit faire, comment dire, un rapport d'adéquation. Rapport d'adéquation, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Donc, moi, je vous conseille de vous faire aider pour faire votre premier rapport d'adéquation. Et puis ensuite, on va vous aider à opérer cette validation dans un environnement agile DevOps. Toujours pareil, avec les données versus documents. Des services de test, validation automatisée. Hein. Souvent, les tests unitaires, c'est les développeurs qui les font. Par contre, les tests fonctionnels, l'automation des tests fonctionnels, c'est pas toujours c'est pas toujours de leur ressort. Hein. Donc, j'ai une question. Dans une démarche CI/CD, à quelle étape on effectue les tests de qualification opérationnelle et de performance? Typiquement, les tests de qualification opérationnelle, on va les mettre, je dirais, à la fin, donc plutôt en intégration continue. En intégration continue, on va créer un environnement aussi de qualification ou de staging. Et là, le mieux, c'est de faire un mix entre des tests automatisés, qu'on appelait ici tests automatisés, que vous appelez, je dirais, QO, et des tests peut-être de QO manuel, puisque tout n'est pas forcément, je dirais, automatisable. Et d'une manière générale, nous, on est convaincus que automatiser des tests fonctionnels, aujourd'hui, pour une seule entreprise, c'est difficilement rentable. Voilà. Pour des gens qui sont dans la pharma. Pour le dispositif médical, c'est un peu différent. L'équation est différente.
parce qu'en fait, le logiciel est le produit, donc il peut y avoir des enjeux de qualité, de release, de version, etc. Voilà. Mais typiquement, nous, on cherche des gens qui voudraient se lancer là-dedans sur des ERP, parce que là, on peut, je dirais, mutualiser. Voilà. Et je crois qu'on a à peu près terminé, non? Quelle est la prochaine slide? Oui, Ben, voilà. Hein. Donc, on t'a poussé un petit peu. Hein. Voilà. Alors, par contre, j'ai la question. Ah, et ben là, désolé Fabrice, malheureusement, je ne peux pas vous répondre de manière positive sur le DM, sur la notion de rapport d'adéquation pour éviter la validation, je dirais, de l'outil. Cette notion de rapport d'adéquation, c'est quelque chose qui est vraiment qui a été apporté par le GAMP 5 seconde édition, avec l'approche aussi CSA qui vient de la FDA et qui dit en fait que tous ces outils, enfin, il faut trouver un moyen de ne pas freiner l'innovation et notamment justement avec la qualification des outils. Voilà. Par contre, sur les DM, aujourd'hui, j'ai pas de texte qui dit ça. Il est possible qu'à terme, les gens se rendent compte que voilà, ça aurait du sens. Hein. Après, je pense que les qualifications que j'ai pu voir sur ces outils-là, souvent, elles sont pas super bien faites parce qu'en fait, les gens comprennent pas forcément les outils, n'identifient pas les risques, mais on peut faire des validations d'outils entre guillemets un peu plus traditionnels, voilà, à un degré acceptable avec une bonne gestion des risques. Et puis, maintenant, on a des outils d'automatisation de tests aussi qui ont quand même considérablement évolué. C'est vrai que Selenium, c'est le mastodon du marché, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même un peu dépassé. Quoi. Voilà. Trop technique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. N'hésitez pas, hein, c'est le moment, parce que généralement, quand on a une question, voilà, toujours un collègue ou un confrère ou un participant là, qui a la même. Bon. Eh bien, écoutez, merci de votre participation. J'espère que ça aura été instructif. Comme d'habitude, on va mettre la vidéo sur YouTube et on va envoyer la présentation aux gens qui étaient inscrits à cette présentation. Voilà. Merci à vous tous pour votre présence, votre temps, les questions. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.